Donc, et je suis Ori Peckelman, et je suis entrepreneur, j'ai commencé pas mal des boîtes. Donc là je vous parle au nom des Commerce Guys que j'ai cofondé, il y a déjà, voilà, 2009, 2010, un truc comme ça. Et donc, j'ai pas un surnom mignon sur IRC, j'ai toujours été sur IRC Ori Peckelman, et je suis sur, voilà, sur GitHub, Twitter, LinkedIn, machin, c'est l'intérêt d'être, voilà, moi. Et donc, Commerce Guys est une société qui fait de l'e-commerce, elle développe une solution qui s'appelle Commerce, parce qu'on aime bien les noms génériques, et qui tourne sur Drupal. Et aujourd'hui, c'est probablement la solution e-commerce open source qui a le plus fort taux de croissance. Et il y a quelque chose comme 50 000 sites qui tournent sur la planète avec, dont des choses assez voilà, jolies. Et Eurostar, les Royal Mail, Cartier, des choses comme ça, c'est cool. Mais je ne vais pas vous parler d'e-commerce, et je vais vous parler des flux de travail et du développement web, des workflows. Et hop, c'est ça, j'ai dit ça quelque part. Et donc, je vais vous parler des nouvelles choses qu'on développe, qu'on a développées, qui s'appelle platform.sh. Et je n'ai pas traduit ça. Develop, deploy, rinse, repeat. Voilà. Donc, on va revenir un peu. Moi, vous savez, il y a ce type de gens super vieux, quoi, tu vois, du début de ces choses-là. Donc, en réalité, je n'ai pas commencé à faire du web en 94, j'ai commencé avant, mais voilà. Mais en 94, déjà, c'était... Mais le web était vraiment nouveau. 94, c'est parce que, je ne sais pas si parmi vous, il y a des vrais vieillards comme moi, mais c'était le moment dans lequel on commençait à avoir des IP publics. Donc, le web continuait à exister un tout petit peu, un an, quelques années plus tôt. Mais le moment dans lequel des vrais gens, pouvaient commencer à se connecter à Internet mondial, et c'était les IP, avoir des IP. Et donc, c'était vraiment, vous pouvez voir sur Time Magazine, des choses comme ça, The Information Super Highway, des choses comme ça, il y avait, c'était une grande explosion de joie. Et on développait déjà, il fallait faire des choses. Et la méthode de travail habituelle était, donc ça c'est un compact Elite, et en 94 j'avais un portable, j'étais cool. Et il y a les trackballs là, à côté, c'est très agréable. Depuis je cherche toujours, c'était... Et donc on écrivait un peu du code Perl, ou même des PHP, mais dans le style... mais avant les kits, ça s'appelait... voilà. Donc, c'était pas du code très... Ouais. Et les perles étaient encore pires. Et voilà. Et toujours, j'étais super cool. Donc, j'avais un modem 56K. 94, genre, tu vois, c'était wouha! Et un bout d'FTP. Et voilà, un site web d'El Mort qui tue. Et c'était très agréable. Et un tout petit peu plus tard, donc là c'était le moment dans lequel donc, il était évidemment quasi impossible de faire tourner du PHP sur une machine Windows de l'époque, mais avoir un serveur web, quoi, c'était ça le truc un peu compliqué. Et donc assez rapidement, on ouvrait QTFTP ou quelque chose comme ça, et un double clic sur les index.php sur les serveurs, tap, 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 save, on rafraîchit la page sur la prod, et merde. Et là, on double-clique de nouveau sur index.php, tap, 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 tap. Ça marche, c'est très bien.
Mais il ne faut pas rigoler de nous. Voilà, et cette méthodologie-là a construit des Yahoo, a construit... voilà, c'était pas, ces sociétés-là n'étaient pas différentes au début. Mais, comme vous le savez très bien, cette méthode-là ne génère pas de la joie à long terme. Et tout était un peu cassé, et la prod était pétée chaque fois qu'on travaillait dessus. Et donc, on n'est pas con non plus, comme bande. Et moi, je suis un peu con. Et ça m'a plu. Et donc, nous sommes améliorés, on est devenu... je suis à plus pro. Et depuis, c'est vraiment 20 ans qui ont passé là. Et maintenant, on a un système un tout petit peu plus mature pour le faire. Et ces problèmes de casser ainsi la prod, en tout cas, devient un tout petit peu moins cruel. Et aujourd'hui, les types d'applications qu'on fait, toujours si vous vous souvenez de Yahoo, des premiers jours, une seule page, juste des catégories de liens. Et quelques semaines plus tard, elle est devenue si grosse qu'il fallait avoir du contenu dynamique. Mais au début, c'était une seule page. Aujourd'hui, on fait plus de sites web, n'est-ce pas? On fait des applications complexes et riches qui savent faire plein de choses. Et voilà, on a transformé le monde. On fait des choses vraiment de plus en plus grandes, de plus en plus intéressantes. Mais c'est comme s'il y a encore une petite anguille sous roche qui se cache. Au début, je l'ai fait en anglais et c'était « But there be dragons ». C'est ça qui est mieux qu'il y a anguille sous roche. Mais je suis une anguille, donc... Donc aujourd'hui, on a produit collectivement un outillage d'une puissance quand même assez remarquable. Et on s'est modifié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sérieusement, c'est-à-dire je déconne même pas, je pratique réellement la BDD, c'est-à-dire réellement, la TDD, pardon, j'écris vraiment des tests avant d'écrire du code parce que, en gros, j'ai du mal à écrire du code autrement. Parce que je ne suis pas très bon. Voilà, mais quand je fais des tests, après, mon code marche. Et donc, on arrive de plus en plus haut dans ce type de niveau de maturité. Et l'intégration continue, et les tests qu'on écrit, c'est très bien. Et on a de plus en plus d'outillage réellement automatique. Et je ne sais pas s'il y a des gens de Sensio Labs ici. Il y a des gens de Sensio Labs. Je ne sais pas si les gens ont regardé Insight. Et disons que de plus en plus d'analyse de code statique, on arrive à faire des choses réellement puissantes. On nous prend par la main, on dit « pas comme ça, pas comme ça ». Mais, il y a toujours un mais. Et de cet temps de l'innocence, double-clic sur QTFTP, et on change quelque chose, on est en prod et plein de gens viennent et ils sont contents. On est passé à plus ou moins, et ça c'est, je pense, aujourd'hui, selon la maturité, la taille des boîtes et le type de projet, 5 ou 6 systèmes, je pense que c'est plus ou moins le minimum. Et je pense que, voilà, on ne compte pas tout là. Donc, je ne sais pas si je regarde cette machine-là. Et donc, on a quelques environnements virtualisés. Moi, je n'étais pas sûr que j'allais avoir du Wi-Fi, parce qu'on n'est jamais sûr si on va avoir du Wi-Fi. Et en réalité, il n'y a pas de Wi-Fi. Et donc, je vais vous montrer une chose cloud. Donc, j'ai fait tourner les clouds sur la machine. Donc, j'ai 4 VM VirtualBox qui tournent juste pour ça. Et évidemment, je dev quand même sur ma machine locale parce qu'il y a plein de choses voilà, où c'est quand même désagréable de forcément devoir lancer des VM. Et évidemment, il y a le Jenkins qui, lui, fait tourner pas mal de VM, il faut les compter. Et toutes ces VM-là, je ne sais pas combien d'arrivent là. Et après ça, évidemment, voilà, on n'est plus en 94, monsieur. Hein, et on a un petit cluster de dev. On a un petit cluster de staging, et évidemment, on a les prods, et qui, de temps en temps, peuvent être pas mal de machines de nos jours, quand même. Et ici, on ne parle pas de ces autres serveurs qui tournent autour de la chose pour faire
en sorte que tout ceci marche plus ou moins. Donc on a déjà, là on ne parle même pas de tous les SaaS dont on dépend pour ces processus de développement, hein. Les GitHub, les Jira, toutes ces choses-là, et on ne les compte même pas. Mais même juste dans cette histoire assez simple, on va avoir besoin de serveurs d'orchestration, n'est-ce pas? On va avoir besoin, parce que si on a ce nombre de machines-là, et on essaye de les faire style 94 et tout et faire à la mano, ça commence à être un tout. Et donc, on a des serveurs d'orchestration, on a un Puppet, on a un Chef, et probablement, voilà, et quelques autres machines. Et la chose intéressante, c'est que tout ceci est vrai pour mettre à jour mon framework pour une faille de sécurité ou changer un caractère dans une faille CSS. C'est-à-dire que les niveaux de complexité qui est imposé est les mêmes d'une manière transversale. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Toujours, je ne souhaite pas revenir en 94. Et on est bien d'accord à payer le prix de la complexité. Et si ça nous donne de la qualité, parce que ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est la qualité. Et on s'est dit, nous, la raison principale, nous en tant que développeurs, qu'on veut avoir cette qualité, qu'on veut avoir ces tests, qu'on veut avoir ces armatures, c'est parce que ça nous achète de la vélocité plus tard. On investit ces 30% de temps ou les temps autour du code pour que d'ici 6 mois, on n'aura pas absorbé, on n'a pas créé une quantité de techniques si folle que nos vies deviennent très misérables. Et donc il y a cette promesse des tests et de la qualité qui devait nous donner des facteurs de vélocité plus tard. Et c'est qui n'est pas l'expérience commune. C'est-à-dire que, et surtout les gens qui sont très attachés à ces pratiques modernes de développement logiciel comme moi, on a toujours un petit problème dans le sens où, pour nous-mêmes et pour d'autres, on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière, et on sait que c'est le minimum vital, mais cette fameuse vélocité, on ne l'a pas acquis entièrement en tout cas. Et on bosse mieux, on souffre beaucoup moins, mais la vie est complexe. Et aujourd'hui, voilà, surtout si en 94 on écrivait du code de merde, et aujourd'hui c'est du code de la mort qui tue avec plein de frameworks modernes comme il faut. On applique des bons design patterns. Et on a cet outillage au milieu d'une complexité incroyable, mais on se retrouve dans une situation dans laquelle quand même les produits finaux restent incroyablement difficiles à faire évoluer. Et presque, plus le problème est petit, plus la chose est mineure. Et cette correction CSS là, plus tout simplement les overheads qu'on met au-dessus, les prix supplémentaires qu'on met dessus pour les petites corrections, devient important. Et en gros, les marketeurs souffrent. C'est-à-dire qu'on veut avoir voilà, aujourd'hui cette chose-là. Et les devs vont dire, ouh, déjà, bien qu'on n'est plus en 94, on a de l'intégration continue, pas de mise en prod le vendredi. Et puis, voilà, tu fais un ticket, monsieur. Et puis, derrière ça, il y a, voilà, ouh, là, pull request. Le dev, tu vois, que lui a été, ouais, j'y vais, je t'ai fait ça maintenant. Mais quand même, hein, c'est le fait qu'il a fait un pull request, ça ne veut pas dire qu'il va être mergé tout de suite. Et une fois qu'il est mergé, il faut quand même, il y a toute cette chaîne dans laquelle ça doit passer. Et une des raisons pour lesquelles restent ces problèmes, et surtout, d'une manière, sur ces problèmes, les choses où on aurait bien aimé être en déploiement continu, les choses où il ne fallait pas, normalement, avoir 10 informaticiens avec plein d'ingénieurs sur les boutons bleus, là. Il faut le changer en rouge. On a 10 ingénieurs et 20 machines. Parce qu'on sait que tout ceci est encore instable d'une manière. C'est-à-dire que l'effet d'avoir toutes ces armatures-là ne nous protège pas suffisamment. On a besoin de protection
plus importante parce que, entre autres choses, d'une manière assez intéressante, ces devs, ces staging, ces prods, ces machines d'intégration continue sont toutes légèrement différentes. Des petits détails, de rien du tout, mais qui font que je ne suis pas absolument sûr et certain que ce que j'ai en dev ou ce que j'ai en staging sera de la même manière. Et un prod, il faudra... Et donc, OK, Google et YouTube, et Joe Armstrong, Strange Loop de septembre, une vidéo hilarante, et vous allez comprendre pourquoi c'est à propos, mais voilà, je ne vais pas en parler. Donc ça, c'est une machine un peu différente. Et donc, la théorie que je vais vous proposer, c'est que le paradigme entier est cassé. C'est-à-dire que l'idée Dev Staging Prod, c'était une bonne idée il y a 10 ans, 2004, un truc comme ça. C'était plus ou moins les moments dans lesquels, comme communauté, comme groupe, on est passé au triplet. Et avant ça, on avait déjà, tout de suite en 94, en gros, voilà, vers juillet, quoi, on s'est dit non, non, merde, il faut que j'ai une machine pour tester ça parce que je ne peux plus casser la prod, maintenant j'ai des vrais utilisateurs et je commence à faire du pognon avec et c'est plus possible. C'est triplé dans l'industrie, SVN, et voilà, les pratiques un peu plus structurées, c'est arrivé il y a plus ou moins 10 ans. Et on est resté avec. Et quand on est passé à un outillage différent, c'est-à-dire à toutes ces machines, à tous ces grappes, tous ces clusters, on a gardé la même idée, le même concept. Et précisément, il y a pas mal de choses pour lesquelles les triplés Dev Staging Prod, ou aujourd'hui c'est un quadruplé avec la machine locale, ou un quintuplé avec les petites VM, et entre autres choses parce qu'on est dans un domaine spécifique, c'est-à-dire que normalement, j'imagine, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui utilise du PHP et qui ne fait pas du tout du web? Mais du tout. Non. OK. Et voilà, ma théorie est correcte. Oh, on fait des API, machin, mais hop, ça va être du web, non? Et donc, ouais, de l'embarqué, vous faites de l'embarqué avec PHP? Non. Parce que les avions qui, je suis désolé, j'ai bien PHP, mais limite. Donc, dans les web, on a une chose qui est assez intéressante, c'est que c'est des logiciels qui, d'habitude, on a du mal à séparer les logiciels, ses fonctionnalités, de son design, de son contenu, et d'ailleurs d'un écosystème dans lequel il s'en sert. Et un logiciel web, il est rarement quelque chose qui tourne tout seul. D'habitude, il parle avec plein de monde, et dans la page web, d'une manière, très souvent, on a déjà l'agrégat de pas mal d'applications différentes qui vont arriver. C'est assez rare qu'il y ait un contrôleur frontal qui va rendre l'intégralité du contenu, et rien ne va arriver dans un système séparé. Même tout simplement les images, c'est les transclusions. Les transclusions, c'est déjà, en réalité, un mashup de deux applications différentes. Une application qui fait, je sais pas, PHP, et un serveur de fichiers statiques. C'est deux bêtes différentes. Et donc, toujours, la théorie que je vais proposer, c'est que l'orem ipsum, c'est un bug. C'est-à-dire que quand nos différents systèmes divergent, et que ce soit même sur les contenus, on va avoir énormément de edge cases, énormément de cas dans lesquels tout notre système de test nous rend du moins nerveux sur la qualité de la mise en prod finale. Et moi, je l'ai vu 1000 fois sur des choses aussi bêtes que la taille des listes. Donc, souvent sur les tests, on a un contenu, voilà, parce qu'on ne veut pas trimballer tout. D'accord, on fait quand même un peu plus petit. On n'a pas paginé. Il y a une liste qui n'a pas été paginée. Et une liste qui n'a pas été paginée et qui casse mon combo box, ou que tout simplement un perf en JS sur la prod, ça va. J'aime bien celui-là. Y a-t-il une solution? Bien sûr qu'il y a une solution à tout ça. Donc, la solution que nous proposons, c'est toujours, et on aime les noms génériques,
Donc c'est un pass, donc ça s'appelle plateforme.sh parce qu'on est cool. Sainte-Helena, si vous vous demandez. Et donc c'est un pass qu'on définit comme un pass de deuxième génération, parce que nous on est 9, les autres sont vieux. Et en gros, cela veut dire tout simplement que le niveau d'abstraction de ces premières passes, on les considère un choix incorrect. Les passes, d'habitude, ça faisait quoi? Un Heroku, d'accord? Et tu prends du code sur Git, tu ajoutes un remote, tu fais Git push Heroku. Un peu plus compliqué que ça, tu dois installer Heroku et tu dois installer les CLI, sinon ça ne marche pas. Mais tu crées une app, tu fais Git push Heroku et lui s'occupe. Donc il essaie de détecter c'est quoi le code que tu lui as envoyé. Au début, il connaissait Ruby. Et maintenant, il connaît pas mal de choses différentes. Aujourd'hui, on a CloudFront, on a plein de passes différents. Ils font tous la même chose. Et en gros, ils ont un truc pour détecter les tool stacks. Ils essayent de le déployer tant si bien que mal. Et basta. Ça, c'est les services qu'ils vous donnent. D'accord? En gros, dans l'environnement, vous pouvez aller quelque part sur une page web, d'accord, et ajouter des add-ons. D'accord? Et il y a de plus en plus de add-ons. Si vous allez sur Bluemix, il y a Watson. Il y a les trucs là de Jeopardy, les trucs d'intelligence artificielle. Mais c'est absolument pas à l'intérieur de la plateforme. Tout ce qu'il fait, ça fait ça, d'accord, c'est de vous donner dans l'environnement, ça injecte dans l'environnement les détails des connexions à ces systèmes externes. Donc, ce que gère les passes, ou les passes des premières générations, ça gère le code applicatif. Dans la plateforme, on considère toujours qu'une application, aujourd'hui, c'est depuis longtemps déjà, ce n'est plus un bout de code, c'est plus un repo. Et une application, quand vous allez la déployer, la vraie application, elle va consister d'un ensemble assez large. Déjà, il y a une forte chance que ça va être plus qu'une application. Vous faites du PHP, il y a une bonne chance que quelque part, il y a un daemon node qui tourne et qui fait quelque chose. Mais toujours, on ne peut même pas concevoir cette application sans son infrastructure. L'application, c'est cet ensemble. S'il y a un message queue, il fait partie de l'application. Votre configuration Varnish, elle fait partie de l'application. Sans cette configuration-là, l'application ne tourne pas. Il y a une logique à l'intérieur. Donc c'est pour ça. Donc il ne faut pas mettre de la logique dans Varnish, mais ça c'est une autre question. Et donc l'idée des plateformes, c'est de gérer une application comme cet ensemble. Et en gros, on fait l'extension du même concept. Le workflow est votre workflow habituel. Et j'ai une branche, j'ai un repo. J'ai fait git checkout -b, et, tu vois, mon truc que je dois faire. Et git push origin. Et là, et là, un cluster les clusters qui étaient représentés par master, y compris tout. Les bases de données, les caches, les moteurs de recherche sont dupliqués à l'identique de la prod, et ça prend dans les trentaines de secondes. En gros, ça veut dire, les trucs simples, pour l'expliquer, c'est que quand vous faites un pull request, quand vous créez une branche, avant qu'elle ne soit intégrée sur master, dans les messages sur GitHub, là, d'accord, pull request, vous voulez bien appuyer, vous allez avoir une petite information supplémentaire qui est un lien vers un environnement web absolument fonctionnel et totalement identique à la prod. Et donc, l'idée, c'est qu'on tue l'idée de dev et de staging. Parce que, en staging, en dev, j'en fais. C'est pas un problème. Et ce qui est intéressant toujours, c'est que cet environnement-là me permet de tester en isolation absolue et dans des conditions identiques les features spécifiques sur lesquelles je suis en train de bosser. Donc si je dois tout simplement changer sur mon site
la couleur des boutons des bleus en rouge, et c'est urgent. Je sais pas. Je peux tester ça. Aujourd'hui, Dev, il est toujours cassé, il est dans un état de flux. Staging, aujourd'hui, c'est un mélange de tout ce qui devrait arriver dans un release futur, et on ne sait pas précisément forcément lesquels, et les hotfix de la prod, en plus. Et quand je vais dire, OK, quand marketing ou quelqu'un me demande bleu en rouge, et je vais lui dire, OK, j'ai fait bleu en rouge, et maintenant il doit aller tester ça. Et tester ça, le QA humain en tout cas, sur une chose comme ça, est quasi impossible, parce qu'il y a ces changements de bleu en rouge, mais peut-être il y a un bouton nouveau qui est apparu, qui est orange, et on ne sait pas. Donc, pour faire ceci, nous avons créé une solution cloud, et avec des containers, évidemment, containers, parce que containers, 2014, containers. Et nous, on utilise LXC, et on l'aime bien, et on tourne sur Linux, et on ne tourne pas sur autre chose. Et on a d'autres. Et en gros, on n'a pas écrit une plateforme en PHP, on est une bande qui fait du PHP toute la journée. Mais voilà, pas tout est adapté à toute chose. Avion. Et donc, c'est écrit en gros en Python, en Go, il y a tout un stack, disons, qu'on a fait pour pouvoir faire ces éléments un peu magiques, un peu. Et l'API unique, d'une manière, des plateformes, c'est Git. Donc, tout ce que vous allez faire avec plateforme, en gros, la sémantique de ce que vous allez faire, ça va être la sémantique Git. Donc, de la même manière que je dis, voilà, vous pouvez faire une branche de la prod. D'accord? Et par exemple, la branche peut l'appeler, je ne sais pas, release septembre. On est en octobre. Release octobre. Voilà, un milestone, je ne sais pas comment est-ce que vous gérez ce type de branche. Mais évidemment, on n'est pas dans le monde des SVN, hein, on fait des feature branches, n'est-ce pas? Donc évidemment, que, comme dans la sémantique Git, je peux maintenant créer des branches de cette branche-là, et faire mes feature branches, et de cela, je peux faire des branches, et ça va évidemment marcher d'une manière hiérarchique, comme c'est censé se faire. Évidemment, quand je vais merger vers mon parent, ça va être uniquement moi en lui, normal. Et évidemment qu'au-dessus de ça, parce que tout faire en Git, ça serait un peu irrationnel, et on a une API REST hyper média d'amour qui tue, qui vraiment, je vais vous montrer après. Et on a, évidemment aussi, parce que toujours on vit dans un monde d'automatisation, évidemment aussi qu'il y a un CLI. Donc d'une part parce que, voilà, moi, clic, moi j'aime pas. Et d'autre part, on a besoin de ces CLI, évidemment, pour l'intégrer aussi dans les restes des outils que vous avez mis en place. Et l'intérêt toujours là d'utiliser uniquement une API standard comme Git, c'est que l'intégration avec l'outillage existant, il est là. Si vous avez par exemple un Jenkins et vous utilisez le GitHub pull request plugin, il marche, il n'y a rien à faire. Ça marche de la même manière. Donc, en gros, la chose principale qu'on sait faire, c'est l'opération nouvelle qu'on introduit, en gros au niveau d'un cluster, c'est cette capacité à prendre un snapshot consistant sans l'arrêter. Et ça, c'est la partie vraiment difficile de la chose. Donc, il y a tout un côté d'orchestrer plein de containers sur plein de machines, et créer les réseaux entre eux, des choses comme ça. Voilà, ça se fait. Et le côté vraiment un peu difficile je dirais, à reproduire, c'est cette capacité à prendre un cluster et prendre un snapshot immédiat de ces clusters et être sûr que la chose est consistante et que quand je vais remonter ça, il va tourner de la même manière. Et donc, d'une manière, on passe à... On revient en 94. Il n'y a plus que la prod. D'accord? Maintenant qu'on est devenus des adultes, on écrit du code de l'amour qui tue avec plein de frameworks. Il y a toutes ces machines dont j'ai parlé,
Elles existent quelque part. Et sérieusement, il y a un Puppet, il y a un Zookeeper, et il y a un Kafka, mais voilà, plus votre affaire. Et donc, en gros, ouais, un truc comme ça. Je marquais moi. Et donc, d'une manière, on reproduit cet développement direct sur la prod, clic-clic. Mais, voilà, cette fois-ci sous Git, avec de l'intégration continue, et les tests, et évidemment que ça ne se comporte plus comme les serveurs de 94. Il monte en charge dynamiquement, il est hautement disponible, il a, je sais pas, j'ai un 4.9. Et toujours, et pour vous, peut-être une des choses intéressantes là-dessus, c'est que nous, les gens qui l'avons développé, on est des PHP. Et donc, notre cible première, c'était Drupal, parce que voilà, nous, on fait du Drupal. Et les problèmes on a fait ça parce qu'on avait un problème à résoudre pour nous. Nous, on avait besoin de quelque chose qui a ces fonctionnalités-là. On en avait marre, et surtout, Drupal est terriblement complexe dans ce sens-là, comme il mélange dans la base de données de la configuration et à la limite du code. Et donc, quand on parle d'une application de type Drupal, en tout cas, dire que c'est l'ensemble qui est l'application, c'est d'une évidence absolue. Et c'est vrai pour pas mal de choses différentes. Donc, Jordi n'est pas là, donc ces slides-là, il n'est pas là, quoi. OK. Donc, en tout cas, évidemment, et vous pouvez, par exemple, dans un repo Git, avoir juste un fichier composer, et c'est tout. Et quand vous allez déployer ça, il va faire le build. Parce que, voilà, on connaît Composer. Et donc, tout ceci, et donc, spécifiquement, donc on a travaillé beaucoup sur l'intégration Drupal, beaucoup sur Symfony, et pour que ce soit vraiment une type que les workflows soient aussi agréables qu'imaginables. Donc, on sait, je sais pas, nous comme les autres, de la même manière que les autres, et on injecte dans l'environnement, d'accord, la configuration des bases de données, et ces choses-là. Et quand tu intègres un framework, c'est quoi le truc principal? C'est de savoir comment est-ce qu'il fait sa configuration, et à la limite, où est-ce qu'il risque d'écrire sur le disque. Parce que, je pourrais vous raconter ça peut-être après, mais il y a pas mal de petites choses un peu amusantes. Je vous ai dit que j'ai dit le mot cluster. Quand on déploie une application, on déploie précisément ça, un cluster. C'est toujours, en gros, c'est au minimum 5 machines, quelque chose comme ça. Et que quand vous passez, si vous avez besoin de l'autre disponibilité, ça va être 3 de chaque. Donc on va déployer 15 machines, plus ou moins pour la moindre application. Et donc chaque chose est différente. Si vous avez un Redis, c'est un Redis, c'est un MySQL, c'est un MySQL, et les serveurs PHP, c'est un serveur PHP. Et maintenant, tout ceci, c'est les bonnes nouvelles. Un peu les trucs que je ne peux pas être si fier que ça. C'est quand même un truc super jeune. Et on est en pro depuis pas mal de mois. Et on a des sites de très haut trafic dessus. Et ça marche très bien. Et les SLA là, dont je parlais, on arrive à le tenir. Mais la chose, c'est que pour le moment, on ne supporte pas tout encore. Donc en gros, c'est un peu limité. Donc si vous utilisez MySQL, Redis, Solar, la vie est belle. Et si vous avez besoin d'autres éléments d'infrastructure, pour le moment, on n'a pas un support global. Donc d'ici 2 ou 3 semaines, on va ajouter un peu encore à la mano, un peu difficile encore, et Postgres, Elasticsearch et même CacheD. Et après ça, on aura une nouvelle couche de magie qui va faire qu'on sera enveloppé en gros tout. Mais voilà, la magie est en travail. Peut-être je vais vous montrer juste super rapidement donc à quoi ça ressemble, non? Parce que ce serait quand même amusant. Pomme Shift F? Yeah. OK. Donc, on va essayer l'Internet mondial.
Si Internet mondial ne marche pas, on va utiliser l'Internet sur ma machine. Oh, bother. Voilà. Oh, mais c'est vraiment, sur cette résolution-là, c'est vraiment pas incroyablement joli. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est que vous avez des environnements, vous avez une branche qui s'appelle master. On ne voit même pas tout le UI. Pas suffisamment responsive. Et donc l'idée est voilà, qu'un environnement, ça a toujours une jolie petite URL. Derrière celui-là, il n'y a rien d'intéressant, je ne sais pas. Voilà, là, un peu mieux. Ouais, tout doux, ouais. Et là c'est amusant d'ailleurs, celui-là précisément, c'est juste un fichier Composer, parce que quelqu'un a fait cette application-là comme un Model Composer, et donc tout ce qu'il y a dans le repo, c'est juste la dépendance sur Composer. Et donc, vous avez toujours, vous êtes, la chose intéressante, vous êtes dans un monde standard, normal. La machine, c'est une machine. Dans le sens où, ouh là, non, va-t'en, c'est pas le moment. Voilà, c'est une machine vers laquelle je peux faire SSH. Les clusters, c'est un vrai cluster, c'est des Debian, c'est normal. Il n'y a rien de particulier. La machine noire, c'est dans notre boulot d'orchestrer, machin, snapshot et tout. Mais il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de contraintes particulières, c'est du normal, vous faites du PHP. Et avec des petites... Et les systèmes de fichiers sur lesquels c'est monté est read-only. Et vous avez des montages read-write persistants, à la différence des Heroku ou des choses comme ça. D'accord? Quand on vous dit read-only, on a des raisons pour le faire. C'est-à-dire le read-only, c'est parce que read-only que je suis capable de dupliquer un cluster en 20 ou 30 secondes. Parce que c'est read-only, je suis capable d'en déployer tant que je veux et très très rapidement. Et aussi, voilà, j'imagine que vous imaginez pourquoi c'est très très intéressant. Et je sais toujours que ce que je déploie, c'est précisément la même chose. C'est toujours la même chose. Si ça n'a pas changé, ça ne peut pas changer. Et pour peut-être comprendre un tout petit peu, ça va être horrible sur cet écran-là, c'est vraiment à cette taille-là. Là, on a un problème de usability, on a un problème de UX, là. Oh, ça c'est un autre problème de UX. Donc, le petit outil à la ligne de commande, là, il n'est pas très effrayant, il me dit juste les environnements que j'ai. D'accord? Hop, là, c'est le truc un peu plus effrayant dans le sens où voilà. Là, c'est un peu les commandes. On va zoomer. Oh! Mais c'est super. Oh, c'est pas fait. Donc, toujours, tout ce que vous pouvez faire par Git, vous pouvez le faire par les CLI, et vous pouvez le faire par l'API REST. Et vous voyez un peu les types de commandes que vous avez. Vous avez donc branche, créez-moi un nouveau cluster. Et vous avez build qui dit fais ce que tu auras fait sur le serveur localement. Donc précisément, si tu as un composer, des choses comme ça, et tu as à aller chercher des dépendances ou de faire des choses plus compliquées que ça, fais-les maintenant localement. Gère les noms de domaine, gère les routages. Et parce que assez souvent, quand je vais avoir toujours une application un peu complexe dans laquelle je vais avoir mon site chouette.com, je vais avoir API, mon site chouette.com, doc, mon site, toujours. Et tout ceci fait partie de cette application, hein, des choses qui doivent être cohérentes. Et évidemment, on peut voilà, gérer ses clés SSH et ajouter de domaines, machin, et faire des backups, et faire des restores, et gérer les certificats SSL. Et ça, c'est super important d'ailleurs. Si jamais vous êtes dans une vie dans laquelle vous devez gérer plus qu'un domaine, genre on fait du wildcard avec des CNI, des choses comme ça.
Le fait de pouvoir scripter la question SSL est assez importante, et plateforme est 100% SSL. Et tout. Et tout est crypté toujours. Évidemment, vous pouvez gérer les HT access et des choses comme ça sur les environnements de dev et de staging. Et dire voilà, qu'un environnement de dev, quand même, il est différent. Vous pouvez gérer si un dev ou un staging est capable d'envoyer un mail. C'est quand même un peu normal d'avoir un black hole SMTP sur un dev. Et voilà. Et toujours, je vais peut-être juste faire le truc amusant, je sais pas. Bon, qu'est-ce que je peux vous... Question. Il est quelle heure là? 5, ok, voilà, donc non, plutôt que 5 minutes avant les questions ou avec les questions? Avec les questions. Questions. Go. Est-ce que vous avez des questions? Il a des questions. J'arrive. Bonjour, merci pour cette présentation haute en couleurs. Si on prend l'exemple d'un site e-commerce, donc le site vit en live, il y a des nouveaux clients, des nouvelles commandes. On a besoin d'ajouter un module sur cette plateforme e-commerce qui va créer de nouvelles tables, ajouter des champs dans des tables. Du coup, on va prendre le snapshot de la production pour créer sur plateforme la version dev en fait. On va donc installer ce module qui va créer table champ, par exemple, le tester. Mais après, comment est-ce qu'on remet en production? Est-ce qu'il faut... Évidemment qu'on ne merge pas la base de données vers le haut. Ce serait folie. Et on écrasera les nouvelles commandes. Donc, évidemment que quand vous écrivez du code, vous devez écrire des migrations. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les migrations vont... Donc, quand je vais déployer une nouvelle version de mon application, et je vais déployer ça sur les serveurs d'application, va être tout pampant neuf, il va être connecté, et après c'est à la base de données normale. Nous, on va prendre un snapshot de la base de données avant tout déploiement, on prend un snapshot de la base de données, donc si jamais les migrations qui sont jouées échouent, rien ne s'est passé. Et si, d'une manière générale, si un déploiement ne passe pas, il ne passe pas, c'est-à-dire qu'il va juste pas... Si les processus de build n'ont pas fonctionné, donc en gros, ça va être... Il y aura dans les petits fichiers qui... quelque part, oui. Et je vais avoir un peu comme dans les choses habituelles de ces gens, je vais avoir un post-deploy hook qui va s'occuper de faire tourner les migrations. Dans les cas, donc normalement, tu l'as testé ça 17 fois sur 30 versions différentes de ton staging que tu as fait juste pour ça. Donc normalement, tu sais que les migrations, ça passe. Même si un mois est passé, c'est très simple, je réduplique la prod, je teste ma migration là-dessus, normalement, c'est pas censé casser. Si jamais ça casse, tu peux toujours faire... Non, en gros, tu as un cancel. Tu as un cancel sur le deploy. Parce que comme tu as un snapshot qui se passe juste avant le déploiement, tu peux revenir à cet état-là. En gros, tu peux faire aussi du green-blue d'une manière parce que, toujours, dans les règles des routages, machin, nous, on considère que master, c'est la prod. D'accord? Parce que globalement, il y a un seul master, il y a une seule prod. Vous pouvez définir ce que vous voulez comme environnement pour être la prod. Et quand vous pouvez contrôler le routage, on peut parfaitement faire du green-blue, c'est-à-dire avoir des branches différentes en prod. Bon. Rare. Quand on fait du PHP avec du MySQL, c'est assez rare qu'on souhaite les faire. Avoir deux... Fini!